Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravie de vous retrouver comme chaque jeudi. Notre rendez-vous incontournable maintenant sur Cry of Dark. Très contente d'être parmi vous ce soir encore pour notre 4e séance. Et oui, notre 4e séance depuis le début de ce confinement. J'espère que vous allez bien, que vos proches aussi. Et donc, on enchaîne avec cette 4e séance concernant donc notre sujet, la logistique. Et on est arrivé donc toujours dans les processus de la chaîne logistique interne et leurs interactions transverses. Justement, on est arrivé au niveau du processus production et logistique aval. Donc, avant tout, j'irai tout d'abord faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu au niveau de la séance d'avant, c'est-à-dire la séance numéro 3. Et pendant cette séance 4 et la suivante 5, on abordera bien sûr la production et la logistique aval. Alors, sur la séance 3, sans plus attendre, nous avons traité la partie amont de la chaîne de valeur au sein de l'entreprise. Alors, au sein de ce, pour rappel pour tout le monde, donc la chaîne de valeur au sein de l'entreprise, on a retrouvé notre fameuse chaîne logistique. Et on a regroupé en fait l'ensemble des processus dans un enchaînement assez sympa pour pouvoir se familiariser un peu avec ces notions de logistique qu'on entend tous les jours au sein de l'entreprise. Donc, on a vu en fait au niveau de la chaîne, au niveau de la séance 3, pardon, j'y reviens justement. On a vu en fait l'ensemble de la chaîne de valeur en globalité dans la séance 2 et au niveau de la séance 3, on a zoomé sur la logistique en aval. Alors au niveau de cette chaîne, pour rappel pour tout le monde, donc les prévisions, les achats, les approvisionnements, on en avait parlé et ensuite on est parti zoomer sur la logistique en amont. Pour rappel, au niveau de cette logistique en amont, bien sûr, donc regardez au niveau du zoom, donc c'était le transport international, bien sûr, en amont, et on trouve le même, bien sûr, au niveau aval. D'ailleurs, on en parlera très brièvement, puisqu'on l'a traité en amont, donc on l'abordera également en aval pour traiter tout ce qui est, bien sûr, vers les clients. Ensuite, il y a la gestion des stocks, qui est extrêmement importante, sur lesquels on avait abordé, et bien sûr, la servitude. Sur le transport international, comme récapitulatif, on a traité les 7 étapes du transport national et international, depuis le fournisseur vers nous, le client. Et si c'est depuis nous, le client, qui devenons fournisseur vers notre client, pardon, ça va être le même processus, mais dans le sens inverse. Donc, toujours les 7 étapes de transport auxquelles s'ajouteront les deux étapes supplémentaires qui sont l'emballage et l'assurance pour compléter les 9 étapes qui constituent justement les Incoterms. Alors ne vous inquiétez pas, tous ces processus-là, on va rentrer encore en détail. Chaque séance, il y aura une séance détaillée par processus. Là, c'était la découverte pendant cette première séance, la découverte de l'ensemble des processus dans la chaîne logistique et leur interaction transverse pour une entreprise compétitive et concurrentielle qui doit nous ramener le fameux, rappelez-vous, le fameux triangle d'or. Le fameux triangle d'or QCD, qualité, coût et délai. Ensuite, on est parti parler de la gestion des stocks. Et sur la gestion des stocks, on avait été très clair sur l'importance de la fiabilité des stocks, c'est-à-dire tendre vers le 0% d'écart de stock. Bien sûr, il y en a différents types de stocks au sein de l'entreprise. Nous, on s'est abordé sur la séance dernière sur la logistique en amont, sur la gestion des stocks amont, c'est-à-dire la gestion de tout ce qu'on achète au sein de l'entreprise. Ça peut être des stocks de composants, de matières premières, mais également de tout produit qu'on achète et donc on doit le gérer en stock et donc ce stock devrait être fiable. Pour cette séance-là, on s'abordera donc sur la logistique interne de l'entreprise, c'est-à-dire la partie fondamentale de l'entreprise industrielle. On ne la retrouvera pas par contre au niveau de l'entreprise de distribution. Par contre, elle est présente au niveau de l'entreprise de service. Et la plupart des personnes me disent « Mais non, dans le service, il n'y a pas de la production. » Ben si. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en plein processus prod. Je suis en train de produire. Je produis un service qui est la formation. Le produit fini, c'est la formation. Donc, c'est un processus.
exactement la même façon qu'il est dans l'industrie, comme il est dans le service. Chez un médecin, on produit un service qui est le soin, et la formation dans les écoles. L'administration, c'est la production de ce service, de ce document. Au niveau des assurances, des banques, le transport, tout cela, ce sont des entreprises de services et donc ils ont un processus de production. On va essayer de le dématérialiser au niveau de ces entreprises de services, mais concentre-nous bien sûr sur ce processus-là, bien sûr, au niveau de l'entreprise industrielle où il est extrêmement important. Alors, justement, on va zoomer sur ce processus. Je me retrouve encore dans cette chaîne et cette fois-ci, je vais zoomer, regardez sur le zoom, je vais zoomer sur le processus de production et on découvre, il est constitué, il doit être pris en charge au niveau de 3 sous-processus. D'abord, la planification sur laquelle on va aborder aujourd'hui. L'ordonnancement, j'espère qu'on aura le temps, bien sûr, de la traiter en fin de cette séance ou encore dans le début de la séance prochaine. Et finalement, la fabrication. Alors, tout d'abord, la planification. Qu'est-ce que c'est la planification? Donc, pour pouvoir fabriquer, il faut d'abord planifier. Comment vous savez aujourd'hui que j'en ai séance? Grâce à quoi? Qu'est-ce qui nous a permis aujourd'hui de savoir comme quoi on va produire un produit fini qui s'appelle la formation séance logistique numéro 4. Et bien justement, c'est la planification. C'est la planification de cet ordre de fabrication qui est aujourd'hui le cours d'aujourd'hui. Mais également, on va retrouver après l'ordonnancement. Bien sûr, l'ordonnancement, c'est donner les règles de priorité. Quel cours passera avant l'autre. Donc, un ordonnancement a été fait par les équipes CREAFDA, justement, des séances, de façon à ce qu'il y ait une suite logique et également qu'il y ait un enrichissement des différents produits finis qui sont livrés par ce service CREAFDA. Mais également, bien sûr, la fabrication, c'est ce que font chaque intervenant et chaque professeur au niveau de ces séances. Donc ça, en fait, c'est juste pour un peu vulgariser ce processus et donner en fait envie à monsieur tout le monde de comprendre c'est quoi en fait ce processus. Alors, je commence par le premier sous-processus qui est la planification. La planification en entreprise, c'est à 3 niveaux. Niveau stratégique, niveau tactique et niveau opérationnel. De même qu'au niveau du processus de production, il faudrait qu'on le planifie de cette façon-là. Donc la planification stratégique et tactique, c'est ce qui nous permet justement d'avoir les prévisions globales de l'entreprise, c'est-à-dire les prévisions de vente et donc de production. Et c'est ce qu'on appelle le plan industriel et commercial, le PIC, SNOP, Sales and Operations Planning. Et donc ce plan, il est global, il n'est pas détaillé. Et s'il est au niveau tactique, c'est-à-dire à horizon moyen terme. Le problème, pourquoi on dit qu'il est global? Parce qu'il n'est pas détaillé, il n'est pas agrégé et détaillé en détail. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va produire, à quel moment, à quel temps et à quelle référence. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre ce plan global qu'on met en place suite à nos prévisions qualitatives et quantitatives. On va le détailler. On va l'agréger pour savoir quelle référence à fabriquer, à quel moment et à quelle quantité dans notre planning. Et le fait de transformer ou de agréger ce plan global qui s'appelle le PIC en plan détaillé, qu'on appellera PDP, plan directeur de production. Donc, c'est ce qui nous permettra de donner le détail de ce qu'on va produire et donc de ce qu'on va fabriquer. Et donc, ce qu'on va fabriquer, bien sûr, dans ce qu'on va produire et donc qu'on va bien fabriquer. Bien, une fois qu'on aurait planifié ce plan directeur de production, donc on a justement le déclenchement du besoin au niveau de la chaîne de production. Ce déclenchement du besoin qui se fera au niveau de la chaîne de production déclenchera un autre besoin au niveau de nos approvisionnements. Lequel? Le plan besoin matière. Ça va déclencher ce plan de production, déclenchera un autre besoin, c'est celui de la matière. Et donc, ça déclenchera un autre planning aussi opérationnel, comme celui du PDP. Et ce plan opérationnel s'appellera le plan de besoin matière, qu'on appelle bien sûr le MRP. MRP 0, c'est Material Requirement Plan. Alors, ce plan besoin matière nous permettra bien sûr d'identifier quelle matière, composant ou composé, à quelle quantité et à quel moment faudrait le procurer pour pouvoir
lancer notre fameuse production selon le planning de production qui a été défini. Donc, dans un ordre de choses, donc ça va du tactique vers le stratégique, vers l'opérationnel. Et donc, au niveau tactique, on a un plan global qui sont nos prévisions de vente et donc de production. C'est ce qu'on appelle le PIC. Et donc, il est détaillé en plan directeur de production qui est le planning de ce qu'on doit produire et à quelle quantité, à quel délai. Celui-là nous déclenche un autre plan qui est le plan besoin matière, qui est notre fameux MRP. Et ce MRP-là, il est réalisé par, bien sûr, grâce au déclenchement de ce PDP qui déclenche le besoin, c'est le besoin brut, mais également il est consulté pour pouvoir être réalisé. Il a besoin d'un stock et du stock qui doit être fiable, on y revient. Mais également, il a besoin de nomenclature et c'est ce qui est sur le schéma du slide au niveau technique. Alors, si je veux un petit peu commenter le schéma de ce slide. Alors, au niveau les clients, donc les clients expriment des besoins. Ce sont nos données commerciales, expriment des besoins, des commandes prévisionnelles ou des commandes de ferme. Donc, on fait, soit ce sont des prévisions de notre part, soit ce sont des commandes de ferme de la part de clients. Ces données commerciales déclenchent un planning de production. Ce planning de production global sur lequel on va planifier les ressources humaines et matérielles, mais également on planifiera de façon agrégée et détaillée le besoin de produire. Cela nécessitera bien sûr de mettre en place ce qu'on appelle l'ordonnancement, on le verra plus tard, c'est-à-dire mettre un ordre de passage selon un planning, c'est ce qu'on appelle le Gantt de passage pour pouvoir optimiser plusieurs critères au niveau de la chaîne de production, à savoir le temps d'attente, le retard de livraison, mais encore le nombre d'opérations ou d'OF, c'est-à-dire les ordres de fabrication à passer, ou encore bien sûr la durée d'opération, c'est-à-dire durée de traitement, c'est-à-dire le temps d'opération plus le temps d'attente qui est le temps global de traitement. Donc tous ces éléments-là sont bien sûr gérés grâce à un bon ordonnancement. Donc on fait de la planification, on fait l'ordonnancement de notre production. Cette planification de besoins qui est ordonnancée va générer bien sûr un besoin en matière qui a été défini grâce à des données techniques. Les données techniques sont généralement notre nomenclature qui est l'ensemble de composants et de composés qui constituent notre produit fini. C'est une arborescence qu'on abordera quand on traitera bien sûr au niveau des éléments des approvisionnements en quantité variable, sur le processus approvisionnement. Alors, cette nomenclature qui nous détermine les quantités, les coefficients et les délais nécessaires pour chaque composant et composé nécessaire pour la fabrication de notre produit. Il y a un blocage. Et ensuite, consulter les stocks et cette consultation de stock permettra justement de calculer le besoin net nécessaire à procurer pour cette production. Alors, le suivi de la fabrication selon les stratégies de fabrication nous permet de réaliser le processus de fabrication, de réalisation de cette opération de production, de production du produit ou du service. Et ensuite, ce produit-là atterrira au niveau des stocks qui sera livré vers le client et ainsi de suite, la boucle est fermée. Nous avons un fournisseur ici parce que c'est lui qui va nous fournir la matière dont on a besoin, qu'on a exprimé en besoin et sur laquelle on a calculé ce besoin-là et qu'on l'a déclenché auprès de notre fournisseur. Cette planification, comme je viens de dire, elle est à 3 niveaux. Au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Sur le niveau stratégique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des décisions en fait à long terme, c'est un plan stratégique et tactique et qui permet justement à l'entreprise de faire des prévisions de vente et donc de production. Donc, et cela, malheureusement, ne nous permet pas de donner ce qu'on doit fabriquer en détail. Donc, il faudrait justement le détailler en des plans tactiques de planification et bien sûr opérationnels jusqu'à ce qu'on arrive à la micro-planification en temps réel pour la production, pour la conduite de la production. Et donc, pour résumer cette partie planification, et très rapidement, donc j'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'une planification globale qui permet de procurer justement, qui permet de réaliser un PIC, ce qu'on appelle le PIC, le plan industriel et commercial. Cette planification globale nous permet de donner, les détailler en plan
directeur de production grâce à la planification détaillée de production. Donc le plan global de production étant le PIC, et il est détaillé grâce à la planification détaillée. On a un plan de production qui est beaucoup plus détaillé. Alors ce plan de production comme le plan global sont exprimés en unités. Alors le PIC est généralement exprimé en ce qu'on appelle unité équivalente. C'est une unité de mesure par famille de produits. On parle de quantité, de volume, d'heures et de devises, dollars, dirhams, etc. Et donc, notre plan de production et notre pic vont être exprimés avec ces unités-là de mesure. Toutefois, notre pic doit être fiable. Pour qu'on ait un pic fiable, il faudrait que nos prévisions soient fiables. On en a parlé pendant la première séance. Mais pour que notre PDP également soit justement fiable, il se basera bien sûr sur le pic, mais également, il doit être réalisable. On ne peut pas faire de planifier un PDP très optimiste ou encore pessimiste. Donc, il doit être réalisable, c'est-à-dire qui est réalisable dans le temps selon nos capacités de production et selon le dimensionnement des ressources humaines et matérielles et financières, bien sûr, pour pouvoir le faire. Et donc, il nous faut une bonne gestion de ces ressources-là qu'on vient d'évoquer. Donc, la bonne gestion de ces ressources nous permettra une bonne productivité pour ce plan de production et également, ça nous permettra de réduire les coûts. Et donc, ça serait un PDP productif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce plan de production lui-même est un point d'entrée il déclenche lui-même le besoin d'une planification détaillée de besoins de matière. C'est ce qu'on appelle le PBM, plan besoin matière, et en anglais qu'on appelle MRP, Material Requirements. Alors, une fois qu'on a planifié, on sait très bien notre plan de production, et donc justement, il faudrait bien sûr ordonnancer. Voici un schéma d'implémentation de ce que je viens de dire, là de suite, en explication, c'est-à-dire que depuis les prévisions jusqu'à la planification globale, en passant par la planification bien sûr détaillée, et qui est le PDP. Et cette planification détaillée, c'est celle qui nous permettra de planifier nos capacités de production. Alors que le PIC nous permettra à ce niveau-là de planifier nos dimensionnements en ressources. C'est la planification globale des ressources avec bien sûr la stratégie de planification. Est-ce qu'elle est stable, level policy ou variable, chase strategy ou encore hybride. Ça veut dire on stabilise nos ressources, on stabilise bien sûr nos ressources alors que la demande reste variable bien sûr, et donc stabilisation des ressources humaines et matérielles alors que la demande est variable. Donc ça c'est une méthodologie de planification stable. La méthode de planification variable, on augmente nos ressources, c'est-à-dire on redimensionne des ressources en fonction du besoin. Planification variable, chase strategy. Et également il y a la planification hybride, c'est-à-dire un minimum de ressources stable et on augmente nos ressources en fonction du besoin et de la demande, et donc ça c'est la planification hybride. Tout cela, ce sont en fait des types de planification stratégique qui seront abordés au niveau de la séance planification qui sera dédiée que pour ça. Alors, ensuite il y a le PDP bien sûr, et donc dans le PDP, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la planification détaillée des capacités de production qui nous déclenche le fameux PBM. Au niveau des PBM, qui est le plan besoin matière, on va avoir besoin de 3 éléments, le PDP, les stocks, comme j'ai dit tout à l'heure, et la nomenclature. Tout cela nous permettra de déclencher 2 ordres, les ordres de fabrication et les ordres d'achat. Ce que j'ai mis ici, un schéma en anglais, MPS Master Planning and Scheduling, c'est le PDP. Il nous permet de définir le plan besoin matière qui est le MRP, Material Requirements Plan. Et qui a besoin de quoi? Il a besoin de la BOM, Bill of Materials, c'est la nomenclature, et il a besoin d'inventory, c'est les stocks. Ce sont les stocks. Et cela, ça déclenche les ordres de fabrication et des ordres d'achat, des OA pour les fournisseurs, ordres d'achat, purchasing order, et des ordres de fabrication, manufacturing order. Attention, tous ces éléments-là, ils doivent être fiables. Et si un de ces éléments-là n'est pas fiable, il peut nous rendre toute notre planification pas fiable. Qui dit planification de besoins matière pas fiable, dit matière non disponible pour la planification de production, dit rupture au niveau de la chaîne de production, dit retard des livraisons
client pas content. Donc, il suffit qu'il y ait un dysfonctionnement au sein de ce processus de planification à tous ces niveaux. Il rendra toute la chaîne de valeur et la chaîne interne de l'entreprise. Donc, on a intérêt aussi, comme je dis, pour chaque processus, à rendre justement l'approvisionnement au niveau de la matière efficiente et donc fiable pour pouvoir produire de façon fiable, pour pouvoir livrer de façon fiable à nos clients et assurer la satisfaction de nos clients. Bien, alors maintenant, on a planifié, il est let's go pour l'ordonnancement. C'est quoi l'ordonnancement? La plupart, en fait, me disent que l'ordonnancement, c'est ordonné. C'est pas tout à fait ça. L'ordonnancement n'est pas d'ordonner, mais c'est ordonnancer. Ça veut dire qu'on a des capacités de production par ressources, avec des ressources humaines et des ressources matérielles dont on dispose. Mais le fait d'affecter nos ordres de fabrication, de nos produits, de nos sous-ensembles, selon la nomenclature de nos produits, à des machines, donc le fait d'ordonnancer, et c'est-à-dire affecter les charges sur telle machine ou d'autres, ou sur telle ressource en globalité humaine ou matérielle ou d'autres, peut affecter nos capacités et donc nos résultats, nos indicateurs. Comment cela? Eh bien justement parce que cette affectation permettrait justement de placer nos tâches en temps et en espace. Soit dans un temps continu, soit malheureusement, on a parfois des contraintes temporelles et parfois on a des contraintes de ressources. C'est-à-dire que toutes les tâches n'ont pas la même durée d'opération. Et on a également des ressources qui ne sont pas à l'infini. Alors si on a par exemple deux ressources, la ressource 1 et la ressource 2, humaine et matérielle, peu importe, et on a des tâches qui se succèdent et qui doivent passer entre ces deux ressources-là, il suffit qu'une tâche termine avant l'autre, elle serait en attente. Donc on a toutes les autres tâches qui sont en attente, en attendant que la tâche elle-même qui est au niveau de cette ressource termine. Ou encore, lorsque on a une ressource qui est non occupée. Donc, c'est une ressource qui n'est pas exploitée à 100%. Et donc, on est en waste. Donc, c'est une ressource qui n'est pas exploitée. Donc, c'est dans le sens contraire. Donc, le but, en fait, de l'ordonnancement, c'est de faire en sorte de maximiser, justement, et fiabiliser les affectations de façon à réduire les critères principaux, lesquels le retard moyen de livraison, le temps d'attente moyen, le nombre de commandes ou d'OF ou de tâches qu'on a dans notre système et finalement le temps moyen de traitement au niveau de notre atelier. Alors la plupart me disent, est-ce que tout cela, ça existe uniquement au niveau de l'entreprise industrielle? Eh bien non. Moi, je m'amuse toujours à expliquer à mes étudiants, à mes participants ou encore en conférence pour un peu familiariser un peu avec cette histoire d'ordonnancement dans la vie de tous les jours. Alors justement, comment on pourrait expliquer l'ordonnancement dans la vie de tous les jours? Mais on le vit dans la vie de tous les jours. Quand vous rentrez dans un magasin et vous prenez la queue, c'est une règle de priorité et donc vous êtes un OF parmi d'autres qui devait attendre une ressource. Donc, le nombre de ressources qui est dans ce magasin ne sont pas à l'infini. Il y a un nombre de ressources bien défini. Mais le nombre d'OF peut créer quoi? Un goulet d'étranglement, c'est-à-dire un goulet d'étranglement. Donc, on aurait un temps d'attente énorme. C'est ce qui se passe quand vous partez, par exemple, dans un organisme comme la CNSS, comme Maroc Télécom, dans un magasin de vêtements, vous prenez la queue, vous partez dans un restaurant fast-food, vous faites la queue pour la caisse, pour passer commande, ou encore dans une pâtisserie avec le confinement, vous avez vu, et quand on sort juste pour prendre du pain, on fait une queue avec un distancement, et donc la queue peut être, le temps d'attente est élevé. Et donc même chez Houssine, et donc la règle justement, c'est comment je peux faire pour optimiser mon flux de façon à ce que je réduise ces critères-là que je viens d'évoquer. La même chose à l'aéroport, quand on passe en fait dans les files interminables pour la police aux frontières ou encore pour la fouille corporelle. Tout cela, en fait, c'est des queues. Et donc, ce sont des files de production d'un service notamment.
Et donc, il faudrait qu'il y ait un bon ordonnancement. Le bon ordonnancement passe par d'abord le choix de la meilleure règle de priorité. La règle, pour la bonne priorité. Et donc, quelles sont les différentes règles d'ordonnancement qui existent? Vous voulez savoir? Il y en a plusieurs. Bon, monsieur tout le monde pense que toujours, il n'y en a qu'une seule. Première entrée, premier service. J'y vais au niveau de chez Houssine, au niveau d'une caisse en supermarché, chez une pâtisserie, dans un organisme, chez un magasin. Je prends la file d'attente et le premier arrivé, le premier servi, logique. Sauf que cela peut créer quoi? Des files d'attente interminables, un temps d'attente très élevé et en retard de livraison. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu de faire autre chose. Et donc, du coup, je me retrouve à attendre en West Time, West, temps d'attente à non-valeur ajoutée. Ce sont des temps à non-valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Changer la règle de priorité. Donc, comment changer la règle de priorité au niveau d'une chaîne de production? On n'y reprendra pas tout à fait cette séance parce que ce n'est pas l'objet de la séance. L'objet de la séance, c'est vous faire découvrir d'abord l'ordonnancement. Mais avec plaisir, ça va être au niveau de la séance où laquelle on traitera justement l'ordonnancement. Mais let's go pour découvrir d'abord quelles sont les règles d'ordonnancement autres que le PEPS, la règle de priorité universelle que tout le monde connaît, qui est quoi? Première entrée, premier service. Alors, et si je vous dis la règle que applique Houssine? C'est qui Houssine? Eh bien, Houssine, c'est notre mascotte de secours. Si vous vous rappelez bien, pendant la première séance, je reviens à revoir Houssine encore pour cette séance parce que j'adore en fait cet exemple. Quand je rentre chez Houssine et je vois qu'il applique une autre règle d'ordonnancement de ses OF. Les OF, c'est qui? Ce sont les clients qui rentrent au niveau de... Ce sont les OF. Je pense qu'il y a eu un blocage là. Voilà. Alors, je disais que Houssine, donc j'adore en fait parler de Houssine justement. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je rentre chez Houssine, j'essaye de modéliser un peu son fonctionnement et je vois qu'il applique la deuxième règle de priorité qu'on applique bien sûr dans les entreprises industrielles, partout, et suite à des calculs qu'on fait. Mais Houssine, il l'applique d'une façon innée. Et c'est ce qui lui permet d'optimiser ses flux, Houssine. Comment ça? Eh bien, cette règle, ça s'appelle le TOPEC, le temps d'opération le plus court. Pour faire bref et rapide, pourquoi le TOPEC? Le temps d'opération le plus court, c'est la meilleure technique ou règle de priorité pour réduire le critère, lequel? Le temps d'attente. Si vous avez un problème de temps d'attente énorme et au niveau de votre chaîne de production, donc la meilleure solution, c'est changer la règle de priorité au niveau de cette ressource ou les ressources ou la chaîne dans laquelle il y a ce problème-là en changeant la règle de priorité. Le temps d'opération le plus court vous permettra de réduire justement ce temps d'attente. Comment? Et donc, celui qui a le temps d'opération le plus court, c'est celui qui passera en premier et non pas celui qui est arrivé en premier. Donc, on change du PEPS, première entrée, première sortie, vers le TOPEC. Comment ça avec Houssine? Eh bien, on fait en comparaison, en fait, deux exemples tout simples. Si je prends comme exemple une pâtisserie chic, auquel on rentre, on suit la queue, etc. Et il y a une ressource qui nous sert. Donc moi je rentre, je suis rentrée, je me suis dit j'ai pour 5 minutes. Je rentre, je prends mon croissant, il est 8 h du matin, je prends mon croissant et je pars pour mon travail. Il est moins 20, il me reste 25 minutes pour arriver. Donc ça va. Je rentre pour mes 5 minutes et ops. Pourquoi 5 minutes? Parce que je vais commander, je vais passer en caisse, je vais payer, je vais sortir 5 minutes. Ça, c'est le temps d'opération. La plupart pensent que l'opération se ferait en 5 minutes. Eh bien non, l'opération de traitement ne se fera pas en 5 minutes. Elle se fera par contre en une moyenne de 25 minutes à 30 minutes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule dans cette queue quand je suis rentrée dans la pâtisserie. Il y avait 2 OF avant moi. Il y avait une personne qui était déjà en cours de traitement et donc il lui reste 3 minutes pour être traitée. Donc, pour terminer sa production, donc de ce qu'elle a demandé. Et donc 3 minutes d'attente pour moi. J'attends. Ensuite, il y a une autre personne avant moi aussi, la deuxième, et qui est là pour 20 minutes de commande. Donc, son temps d'opération est de 20 minutes. Donc, moi, je vais attendre 3 minutes
plus 20 minutes de temps d'opération de la deuxième. Ça me fait 23 minutes d'attente pour que je puisse passer pour 5 minutes. Donc, ce qui me fait que si je fais la moyenne des temps d'attente, donc le premier, il n'attend pas, c'est 0. Le deuxième, il va attendre 3 minutes. Le troisième, qui est moi, je vais attendre 23 minutes. Donc, ça me fait 26 minutes divisé par 3 OF, le premier, le deuxième et le troisième. On se retrouve avec une moyenne de 8,3. 8,6, pardon. 8,6 minutes. Waouh! Si je change la règle de priorité, allez, c'est pas possible, mais si on le change, c'est-à-dire, on commence par celui qui a le temps le plus court. Donc, le premier, 3 minutes, moi, 5 minutes, et après celui de 20 minutes. Qu'est-ce qui se passera? Le premier, il n'attend pas 0. Le deuxième, moi, j'attends que 3 minutes, et le troisième va attendre combien? 3 minutes plus 5 minutes, parce que moi, je passe que pour 5 minutes, ça fait 8 minutes. Donc, 3 plus 0 plus 3 plus 8, ça fait 11. Divisé par 3, ça fait 3,6. Donc, je réduis les temps d'attente de 8 minutes,6 à 3 minutes,6. Qu'est-ce que j'ai fait de si spécial? Rien. C'est juste, j'ai changé la règle de priorité. Et donc, en faisant ce changement de règle de priorité, j'ai évité le bottleneck et le goulet d'étranglement. Donc, c'est juste une façon de vous expliquer quel est l'intérêt et l'art d'ordonnancer et de changer les règles de priorité dans nos tâches, dans nos activités, dans nos OF, au niveau d'une chaîne de production. Et donc, pourquoi Hussein, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que Hussein, il applique justement ça, le topic, il ne l'a jamais étudié de sa vie. Mais, Hussein applique le topic de façon innée. Alors, quand tu rentres chez Hussein et tu trouves 5 personnes qui sont rentrées en même temps, il y a le premier qui est venu quoi avec, il veut 1 kilo de riz. Le deuxième, il voudrait une liste de courses qu'il a. Le troisième, c'est une petite fille, elle veut juste un bonbon. Et le quatrième, il veut une boîte de couches qui est en fait en haut, il faut une échelle pour monter pour le prendre. Et le dernier, c'est qui? C'est un monsieur qui voudrait juste un paquet de cigarettes. Et donc, monsieur Hussein, le fameux Hussein, le logisticien, comme je l'appelle, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas appliquer le PEPS en aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il a un bottleneck là, il a un goulet d'étranglement. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire pour pouvoir fluidifier son flux? Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va réordonnancer, il va changer la règle de priorité. Comment? Eh bien, tout simplement, au lieu d'appliquer le PEPS, il va appliquer le topic. Wallah, mais c'est pas grave. Mais il l'applique de façon innée. Qu'est-ce qu'il va faire? Le temps d'opération le plus court. La petite fille en premier, le monsieur pour la cigarette derrière, je sais pas, le kilo de riz, il monte pour descendre en fait le paquet de couches et il gardera le dernier pour la fin, même s'il était numéro 2, avec sa liste. Et pour pouvoir le maintenir comme client parce qu'il l'a mis en dernier, alors il fait un peu de marketing avec lui. Ça va, la bête qui derrière, etc. Et donc, au bout de 2-3 minutes, il a servi tout le monde. Et il y a eu très peu de temps d'attente. Eh bien, pourquoi Hussein, il fait ça? Bon, pour être très gentil, ne pas dire ce que je dis d'habitude, pour éviter des problèmes au niveau du magasin, et bien tout simplement pour gérer son flux et éviter qu'il ait justement un goulet d'étranglement. Donc juste c'était une façon un peu sympa de modéliser ou vulgariser en fait ce processus pour pouvoir un peu vous le faire rapprocher, pour rapprocher en fait cet ordonnancement-là de nos vies de tous les jours. Et justement, si je veux aller un petit peu plus loin, c'est ce qu'il fait aussi l'agent de sécurité. C'est ce qu'il fait l'agent de sécurité au niveau de plutôt des agences bancaires, des agences, je sais pas, d'organismes publics, etc. Quand il y a énormément de monde qui attendent en fait, beaucoup de gens qui attendent, donc il y a un bottleneck, un goulet d'étranglement. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de changer l'ordre de priorité, l'ordonnancement. Comment? Il essaie de réorganiser les flux de façon à ce que ça soit plus optimisé. La même chose, une infirmière, une bonne infirmière chez un médecin. C'est pour ça que les médecins aujourd'hui se sont lancés aussi dans les études de logistique et de la supply chain en général, mais surtout les métiers de la logistique parce qu'ils doivent optimiser justement leur fonctionnement au niveau des cabinets. La même chose des pharmaciens, mais surtout les cliniques aussi, parce qu'ils ont une chaîne logistique interne à optimiser en interne. Et donc, une infirmière aussi,
dans un cabinet de médecin, elle doit réordonnancer bien sûr les patients en fonction des temps d'opération pour optimiser le flux et éviter le goulet d'étranglement et maximiser la capacité de production de la ressource précieuse qui est le médecin. Donc, revenons justement sur notre chaîne industrielle. Et donc, j'ai parlé ainsi de 2 règles de priorité. Mais il n'y en a pas que, j'en ai dit qu'il y en avait 7. Et la 7e, les bouquins vous disent jamais l'utiliser. On va les découvrir ensemble. Alors, si je vous dis, au lieu du TOPEC, j'appliquerai le DLPR. Qu'est-ce que c'est ce DLPR? Le DLPR, justement, c'est le délai de livraison le plus rapproché. Ça veut dire que j'ordonnancerai mes OF, mes tâches, selon celui dans le délai de livraison le plus proche. En test industriellement parlant, je vais appliquer cette règle au niveau d'une ressource ou au niveau de toute une chaîne. Lorsque j'ai des problèmes de taux de service au niveau du délai de livraison, au niveau de mon délai de livraison, c'est-à-dire que le client me reproche de livrer tout le temps en retard et j'ai un taux de service qui prend un coup à cause de ça. Comment on appelle cet indicateur? OTD, On Time Delivery. L'OTD, c'est un indicateur extrêmement dangereux et important pour les entreprises. Et quand le délai de livraison il n'est pas respecté, le client n'est pas content. Et donc, la meilleure façon pour gérer les délais de livraison au sein d'une entreprise, la meilleure façon de gérer ça, c'est justement au niveau d'une chaîne de production, c'est d'appliquer ce DLPR, le délai de livraison le plus rapproché. Par contre, il ne nous règle que le problème justement des retards de livraison. Il va nous réduire les retards au niveau de nos carnets de commandes si on passe les OF dans le délai il est le plus rapproché. Le temps d'optimiser et de synchroniser les flux au sein de notre chaîne de production. Ah, et si notre problème était le temps d'attente, eh ben on a parlé du TOPEC tout à l'heure. Yes. Il y a également le TOPEL, le contraire du TOPEC. Le TOPEL, c'est quoi? C'est le contraire du TOPEC. Et donc, le temps d'opération le plus lourd, le plus lent, pardon, excusez-moi, le plus lent. Et c'est quoi en fait cette règle de priorité? Ben, ça ne serait pas bon puisque tous les indicateurs seront élevés absolument. Tout dont je parlais tout à l'heure, les critères, ils seront catastrophiques. Mais quand est-ce qu'on fera le TOPEL? On essaiera de mettre le TOPEL, par exemple, lorsqu'on a une chaîne à goulet d'étranglement. On va appliquer le TOPEC quand il y a le goulet d'étranglement. Mais dans la tâche, ou plutôt la ressource qui est avant ce goulet d'étranglement, on mettra une règle de TOPEL pour pouvoir ralentir les flux. Alors, si on veut traiter les deux en même temps, c'est-à-dire le temps moyen de traitement, également le retard de livraison et le retard et plutôt les temps d'attente, alors je peux matcher les deux. Comment? En appliquant la marge dynamique ou le ratio critique. C'est pareil. La marge dynamique ou le ratio critique, c'est un calcul qu'on fait pour pouvoir calculer le temps jusqu'à la livraison moins le temps restant en opération. Ou encore faire un ratio en divisant ce temps jusqu'à la livraison par rapport au temps restant d'opération. Et donc, celui qui a le ratio ou la marge dynamique la plus faible, c'est celui qui passera en premier. Et la 7e, qu'il ne faut jamais appliquer, tous les bouquins vous le disent, ils vous disent choisissez n'importe quelle règle si vous voulez, même sans les calculs. Mais attention, ne prenez pas la dernière, c'est quoi? C'est le random. Random, ça veut dire l'aléatoire, c'est-à-dire, eh ben non, on ne peut pas avoir de bons résultats avec cette règle de priorité. Donc, toutes ces règles de priorité ne se choisissent pas au hasard. Donc, il y a des calculs qu'on fait, qu'on réalise pour pouvoir définir le ou lesquels est celui qui ne maximise le nombre de critères, c'est-à-dire celui qui me permet d'augmenter le nombre de critères réduits par rapport à tous les critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Je les répète, le temps d'attente moyen, le retard de livraison, le nombre moyen d'OF, de commandes de tâches dans mon système et le temps moyen de traitement. Celui qui me réduit le maximum de critères serait le meilleur pour mon cas. Et donc, l'ordonnancement me permettra de maximiser justement les résultats au niveau de ma chaîne de production. Alors, c'est ce que je viens d'expliquer là, comment le réaliser. Et donc, la solution, c'est minimiser justement, grâce à l'ordonnancement, je peux minimiser bien sûr les coûts de production, livrer mes commandes justement à temps et surtout avoir une satisfaction de vendeur puisqu'elle n'est pas justement, je ne suis pas obligée donc de gérer toujours en rush ma chaîne de production.
Attention, cela peut varier selon le type de commande. Soit on est dans le cas simple, une seule machine, une usine à une seule machine, ou encore dans le cas, alors je répète, je pense que il y a eu un blocage entre temps. Bon, voilà. Alors, je dis, cela peut varier, la complexité sur ce processus, que cela peut varier selon l'entreprise. On parle d'une entreprise à une seule machine, c'est-à-dire une usine à une seule machine. Tous les données de commande sont connues à l'avance, avec des commandes connues à l'avance avec exactitude. Ou encore, c'est des commandes nécessitant plusieurs machines avec plusieurs séquences. Et lorsqu'on est dans des cas pareils, on passe à d'autres théories, notamment la méthodologie ou la théorie de Johnson qu'on applique, qu'on peut appliquer. Et tout cela est bien piloté, bien sûr, par des logiciels qui nous permettent, heureusement, de réaliser tous ces éléments. Voilà. Alors, les critères de choix, je les ai déjà évoqués tout à l'heure, justement, c'est à savoir le temps d'attente, le retard de livraison, mais encore, je peux attaquer, grâce à ça, je peux m'attaquer justement au stock mort et également au stock de produits, à la réduction des produits en cours. Donc tout cela, justement, ce sont des indicateurs qui me permettent de choisir est-ce que ce serait cette règle de priorité ou une autre. Voilà, donc après l'ordonnancement, il nous restera justement de traiter la partie fabrication au niveau de la production. Donc très rapidement pour ce processus-là, au niveau de la fabrication, il y a énormément de choses à faire, et à dire plutôt, et à expliquer. Donc notre séance au niveau de la fabrication nous permettra de rentrer plus de détails. Mais au niveau de la fabrication, moi je voudrais très rapidement vous faire découvrir comme quoi il y a plusieurs stratégies de fabrication. Donc, il y en a des entreprises qui choisissent de fabriquer un produit à eux. Donc, on choisit ça par produit. Donc, un produit à la conception, d'autres à la commande, d'autres à l'assemblage et d'autres sur stock. Donc, MTO, c'est Make to Order, fabrication à la commande. Make to Stock, fabrication sur stock. C'est le fait de fabriquer en stock et on constitue un stock et la vente se fait sur la base du stock. Et il y en a d'autres stratégies qui sont la fabrication à la conception, engineer to order, et également assemble to order, c'est-à-dire fabrication à l'assemblage. Et donc, à la conception, c'est-à-dire on ne fabrique pas, on ne lance rien au niveau de la chaîne de production, même pas faire des prévisions, on fabrique sur la base d'une conception. Donc, toute la chaîne et tout le temps d'opération serait le plus long. Bien sûr, elle est suivie par le make to order, c'est-à-dire toute la partie amont est déjà réalisée. Et donc, il nous reste à juste attendre en fait la commande ferme pour déclencher la production de ce produit. Sinon, ça va être à l'assemblage, c'est-à-dire on entame sur le prévisionnel des sous-ensembles et la fabrication des sous-ensembles, mais on n'a pas encore fabriqué nos produits finis. Et dès qu'on reçoit en fait nos commandes fermes, on lance l'assemblage final sur les derniers niveaux de la nomenclature pour fabriquer notre produit fini. Et donc, ça, c'est la fabrication à l'assemblage, c'est ce que font tous les restaurateurs comme les pizzerias ou encore les sandwicheries. Parce que s'ils n'appliquent pas cette règle de fabrication, ils ne pourront pas vendre. Parce que le délai de production ne serait pas de 15 minutes pour une pizza. Donc, tu ne seras pas content si on te dit 2 heures, make to order. Ou encore, il te dit, elle est toute prête. Ah, elle n'est pas fraîche. Donc, ce cas-là, si on te dit 15-20 minutes, ça veut dire qu'il y aura quoi? Un assemblage et livraison et vous aurez votre pizza fraîche. Sinon, c'est du make to stock pour certains produits dont on a en fait des prévisions stables. Il n'y a pas une forte variabilité de la demande et donc ça va être une stratégie de fabrication sur stock pour des produits très fréquents. Voilà, donc ça c'était en fait pour la séance d'aujourd'hui sur laquelle on a traité justement la production. La séance prochaine, ça va être sur la logistique aval bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué ce produit et on l'a réalisé, eh ben, il faut le gérer en stock, à moins qu'on livre sur commande. Donc du coup, là, il n'y aura pas de gestion physique de stock, mais bien sûr, il faut gérer théoriquement ce stock-là. Donc, quelle serait la logistique aval? Ça serait exactement pareil que la logistique amont, mais dans le sens inverse.
Alors, vous voulez savoir quelles sont les spécificités au niveau de cette logistique aval? Eh bien, même heure, même jour, jeudi prochain, Inch'Allah, et ça serait la prochaine séance. Merci à tous. Je me ferai par contre un plaisir de répondre à vos questions tout de suite. À tout de suite. Merci à tous. Là, il dit, monsieur Ala, je ne m'accroche, heureusement, je suis toute seule, j'ai pas de document avec moi, je me ferai grand plaisir de faire mes cours. La logistique pour moi, c'est ma passion. Je suis capable de faire, alhamdoulilah, plus de 120 heures non-stop à parler, à discuter de la logistique. Je n'ai rien en face de moi. Donc, pour vous, donc ça m'aurait fait plaisir justement de partager avec vous ces connaissances-là, monsieur Alaf. Et les séances dernières, ils sont, comme a dit monsieur Boulak, sur YouTube. Alors, les méthodes Gantt seulement ou celles de perte? Alors, monsieur Seydi, j'ai pas compris votre question. Méthode Gantt seulement ou ainsi celle de perte? Vous parlez par rapport à l'ordonnancement, parce que j'en ai parlé des tâches, parce que là, je n'ai pas parlé du diagramme perte, mais c'est juste en fait l'affectation des tâches, comme on fait justement dans un diagramme perte, mais là, c'est justement pour ordonnancer la chaîne de production. Règle de Jackson. Non, c'est pas la règle de Jackson, c'est la règle de Johnson, et c'est celle qui nous permet de définir la règle de priorité lorsqu'on a plus d'une ressource dans laquelle on doit affecter plusieurs OF, plusieurs tâches, et on voudrait optimiser et maximiser le maximum de critères, monsieur Loti. Avec plaisir, monsieur Jawad, avec plaisir. Merci Madame Hiddaoui, merci Monsieur Boussaïd, merci Monsieur Filali, Monsieur Achraf, merci aussi. Donc voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de questions, je pense que c'était clair alors, très bien, et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, tous pour la séance prochaine, la logistique en aval, et qui est justement aussi ma passion. Au revoir et à bientôt la semaine prochaine.